invasion migratoire à Ceuta en Espagne. Aujourd'hui, on va en parler. C'est un événement littéralement catastrophique. Tous les médias en parlent. On va essayer justement de comprendre qui orchestre cette immigration, notamment qui orchestre de manière générale l'immigration en Europe, par qui elle évolue, qui essaye d'y travailler indirectement, bien évidemment. On va essayer de répondre à tout ça de manière assez rationnelle, factuelle. Bonjour à tous. Avant de commencer la vidéo, pouce en l'air, abonnement pour soutenir cette nouvelle chaîne, c'est très important. En direct de Pattaya, comme à mon habitude. On est sur le port, je suis désolé s'il y a des bruits, il y a des bateaux, il y a des cargos, il y a un petit peu de tout. Mais ça fait tout de même plaisir. Alors aujourd'hui, vidéo donc sur ce fameux événement à la Ceuta. Donc c'est une petite enclave, une petite île en fait collée au Maroc, mais qui officiellement est espagnole. Il n'y a pas eu que la Ceuta, il y en a eu d'autres. Donc résumé des faits, voilà, fin juillet 2026, donc là il y a quelques jours, 50 000 à 60 000 migrants, surtout des jeunes hommes, entrent massivement à Ceuta depuis le Maroc en quelques jours. Alors vous avez eu toutes les vidéos sur internet, des gens qui passent par les grillages, des gens qui pénètrent certaines zones. Mais en fait, surtout le point en fait le plus important, c'est que aux yeux de la Cour européenne, quelque chose a été défini, c'est qu'en fait, est défini comme une immigration illégale et donc nécessite une punition, entre guillemets une arrestation, quoi, toute personne qui entre via un objet en collision. C'est-à-dire que si vous passez une barrière, vous rentrez illégalement. Si vous passez un obstacle, vous rentrez illégalement. En revanche, si vous passez par la mer et que vous entrez par la plage, ça n'est pas illégal. Donc en fait, tous les réseaux de passeurs qui sont multiples, hein, j'en ai déjà parlé, mais il y a des réseaux de passeurs qui facturent des fois 4 à 6 000 euros juste un seul homme pour pouvoir passer par exemple, je ne sais pas moi, de la Libye jusqu'à Rome. Donc c'est juste dingue, hein. Imaginez que des fois les réseaux de passeurs, c'est des fois 100 à 300 hommes qui passent par ces réseaux-là. Donc vous imaginez le fric que ça représente. Beaucoup de migrants ont compris qu'effectivement, il valait mieux passer donc par la mer, donc à nager. Et donc évidemment, derrière tout ça, on a appris qu'il y a eu entre 50 et 60 morts de gens qui sont morts à la nage parce qu'ils ont essayé de tenter en fait de rejoindre cette petite île qui s'appelle la Ceuta. Donc la plupart sont repartis volontairement au Maroc rapidement, évidemment, parce que derrière c'était tellement risqué. Justement, là, ce qui est intéressant, c'est que il faut comprendre qu'actuellement, le principal responsable en Espagne de ça, suite à cet incident, c'est Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, c'est l'équivalent du Premier ministre, si vous préférez. Et alors justement, il qualifie l'événement de violation de l'intégrité territoriale et d'attaque contre les frontières espagnoles, donc ça, à la limite, ok. Il accuse les réseaux de passeurs, comme je vous ai cité juste avant. Il a eu le déploiement de l'armée, de la Guardia Civile. Il a eu des demandes d'aide de l'Union européenne et l'accélération sur les retours, donc sur les gens, sur les retours aux frontières. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, il faut revenir quelques mois en arrière sur la position de l'Espagne. Parce que pourquoi en fait l'Espagne est victime de ça? C'est ça la vraie question. C'est pourquoi tout d'un coup, le Maroc, on ne sait pas d'où ils sortent. 50 000 personnes veulent quitter le Maroc. Là, pareil, il faudrait poser la question, c'est que fait le roi du Maroc? Il faudrait demander peut-être à Youssef Indy, qui le sait peut-être mieux que moi. Mais là, j'avoue, que fait la politique finalement marocaine? On va y répondre dans cette vidéo justement. Mais justement, là, revenons quelques mois avant, comme je le disais, sur les positions de Pedro Sánchez à propos de la politique israélienne. Parce que vous allez voir, tout est lié. Sur Israël, position très critique. Il accuse Israël de génocide, d'extermination à Gaza. Il a reconnu la Palestine en 2024. Il a imposé un embargo d'armes. Donc on n'envoie plus d'armes. L'Espagne n'enverra plus d'armes à Israël. Et il a proposé de suspendre l'accord entre l'Union européenne et Israël. Donc ça représente des millions, voire peut-être même des milliards en jeu. Donc pour un politique, si je dis pas de bêtises, socialiste, c'est quand même assez basé. Il faut dire que les partis de gauche sur Israël sont assez basés en Europe. Je fais référence à LFI notamment en France, même s'ils sont problématiques sur plein d'autres points. Bref, donc l'Espagne, tension diplomatique très forte avec Netanyahou précisément. Donc évidemment, derrière tout ça, on a pris aussi, je vais vous le citer juste là, j'ai l'article, hein, hop, dans la revue. Alors ça c'est assez dingue, écoutez bien. Flash Info, une commission du Congrès américain, Appropriation Committee, a écrit noir sur blanc, écoutez bien, fin avril 2026, que Ceuta et Melilla, donc Melilla c'est une autre île du même genre, étaient situées en territoire marocain. Et, je cite, rester l'objet de la revendication historique du Maroc. Parce qu'il y a en fait, voilà, c'est qu'il y a plein de petites îles espagnoles qui en fait sont revendiquées par le Maroc. Et là, dites-vous bien que le Congrès américain a reporté bel et bien et a déclaré que ces îles-là étaient officiellement au Maroc.
comme par hasard. Et ça vient fin avril 2026, quelques mois après les déclarations que je vous ai citées de Pedro Sanchez à propos d'Israël, qui a évidemment créé des tensions diplomatiques majeures. Donc c'est un séisme pour l'Espagne qui considère ce dossier non négociable depuis des siècles et un signal fort pour le Maroc dont la revendication trouve soudain un écho institutionnel inédit à Washington. Et quelques mois plus tard, voilà, en juillet 2026, vague migratoire marocaine en Europe, enfin en Espagne, parce qu'évidemment on se doute que les mecs vont pas rester tous en Espagne, certains vont aller en Espagne, mais il y en a d'autres, 50 000 à 60 000 hommes illégaux. Donc rendez-vous compte maintenant, entre ceux qu'on fait venir de manière légale et tous ceux illégaux qu'on ne déclare pas. Quand on nous dit 400 000 immigrés par an en France légaux, on n'imagine pas tous ceux qui rentrent de manière illégale. Enfin, c'est ça la réalité, hein. C'est ça. Alors deuxième chose, Xavier Poussard qui dit « Pour l'opération en cours à Ceuta, c'est signé ». Signé par qui? Il relaie un tweet, en tout cas, c'était pas moi qui le dis, c'est Xavier Poussard qui relaie un tweet du fils de Netanyahou, Yair Netanyahou. « Chers Arabes et musulmans, vous voulez libérer les terres arabes islamiques occupées? Voici un bon début. » Et là, il met effectivement, soi-disant, les possessions nord-africaines détenues par l'Espagne. Et là, on a toutes les îles, on a la Ceuta, on a la Isleta, on a Al-Hoceima, on a Isla de las Nubes, on en a plein, Melilla, que je vous ai cité juste avant, voilà. Donc là, le fils de Netanyahou met un post sur Twitter en sachant qui il est, en sachant qu'il est une personne influençable. Enfin, il est un influenceur finalement parce qu'il a des abonnés, il peut influencer des gens, des groupes, etc., des décisions politiques. Et il dit littéralement, chers arabo-musulmans, allez-y, libérez-vous, libérez les terres qui vous appartiennent. On est dans la même stratégie effectivement qu'avec les Israéliens, avec la Palestine. C'est voilà, c'est les chers amis juifs, venez tous en Israël, ce sont vos terres. Regardez, c'est le livre divin qui vous le dit. Voilà, il se repose sur un livre en plus, hein, sur une phrase d'un livre. Hein, je le rappelle quand même, hein, c'est biblique tout ça. Hein. Donc ça, c'est assez dingue. Ensuite, on va venir évidemment maintenant à la question, c'est qui orchestre cette immigration? Alors là, je vais revenir de manière générale sur l'immigration de masse en Europe. Pourquoi on fait venir autant de migrants en Europe? Même si je pense que j'en ferai une autre vidéo plus explicative. Là déjà, je vais vous expliquer un bon chapitre qui, je pense, va faire assez polémique. On va commencer par les déclarations pro-immigration des figures françaises. Par exemple, Julien Drey, qui je le rappelle, a été un des fondateurs d'SOS Racisme, un grand partisan de, vous savez, SOS Racisme, touche pas à mon pote, là où en gros le mouvement c'était de dire on fait venir des migrants en France parce qu'on en a besoin, parce que le multiculturalisme c'est génial, et si t'oses toucher un de ces migrants, donc notamment le slogan touche pas à mon pote, si t'oses toucher un de mes potes migrants, tu vas voir, on va te traîner en justice, parce qu'évidemment derrière ils ont des gros moyens. On l'a vu récemment, SOS Racisme a fait une enquête dans une boîte de nuit qui refusait soi-disant des Noirs et des Arabes. Ils les ont pas lâchés les mecs, donc ils ont attaqué la boîte en justice, etc. C'est pour vous dire, donc c'est des mecs qui vous lâchent pas, qui ont tout l'appareil juridico-politique derrière eux, c'est dire. Donc je cite Julien Drey, la question n'est pas d'arrêter l'immigration mais de la réguler avec intelligence. Défense des migrants. Jacques Attali, que vous connaissez, qui avait dit la France devrait être un hôtel, elle accueille toute la misère du monde, par exemple. Il avait aussi dit bien géré, l'immigration est positive. Il insiste sur l'intégration et les besoins économiques. Besoins économiques. Quand on sait que son frère, si je ne me trompe pas, il s'appelle Bertrand ou Bernard Attali, qui est un grand entrepreneur, on sait que les meilleurs amis des entrepreneurs, évidemment des grosses entreprises, c'est les migrants. Pourquoi? Parce que les migrants coûtent moins cher à embaucher que les natifs, que les salariés de souche. Même ici en Thaïlande, hein, je suis en Thaïlande, c'est magnifique d'ailleurs. Ici aussi, ils font appel aux immigrés parce que ça coûte moins cher. Moi, je connais même des patrons, des patrons français ou étrangers qui font appel à des Birmans, qui font appel à des Laotiens, qui font appel à des Cambodgiens. Pourquoi? Parce que c'est des pays où le salaire est encore plus bas qu'en Thaïlande et surtout, notamment avec la Birmanie, il y a une guerre civile. Donc les gens, évidemment, quand il y a une guerre civile, c'est compliqué de trouver de l'emploi stable, c'est compliqué de prospérer économiquement parce qu'évidemment, il y a beaucoup de pays qui ensuite placent des embargos, etc. Donc c'est compliqué de se développer économiquement pour la Birmanie. Donc la plupart des Birmans viennent en Thaïlande et sont embauchés, quitte à être payés moins cher. Donc c'est ça, c'est la réalité. Tous les pays du monde le font, ils ont tous besoin d'immigration moins chère parce qu'évidemment ça coûte moins cher au niveau salarial pour les patrons et la France en est le premier exemple et on a Jacques Attali qui soutient totalement cette initiative. Donc on comprend bien que son intérêt n'est pas pour les Français. Si t'es pour les Français, t'es pour que les Français soient embauchés, point barre. Point barre. Même Georges Marchais, qui était issu du PCF, du Parti communiste français, le disait déjà à l'époque. Il disait c'est honteux, un mec de gauche qui dit ça, c'est honteux qu'on fasse venir de l'immigration parce qu'elle profite davantage aux immigrés et pas aux Français. Un mec de gauche te dit ça à l'époque. C'est un truc de ouf.
En Cohn-Bendit, bon, Cohn-Bendit, vous connaissez son CV, on va pas le rappeler. Soutien historique à l'immigration ouverte, à la libre circulation et au multiculturalisme en Europe. Alors lui, il a tous les points. Lui, c'est Motus, ding, 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 la boule noire. Lui, la boule noire, il a tous les trucs. C'est immigration ouverte, libre circulation, multiculturalisme en Europe. Lui, il en a rien à foutre. Hein. Enfin, rien à foutre. Michel Rocard, la France ne peut accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre fidèlement sa part. De nombreux responsables comme Mitterrand, dont Jacques Attali se revendiquait être un fier chuchoteur, on va dire, parce qu'en fait, il a été son bras droit pendant très longtemps. Il a posté une vidéo il n'y a pas longtemps, Jacques Attali, où il se jette des fleurs à lui-même en disant « Voilà, je suis très content, Mitterrand, c'est moi qui l'ai conseillé, etc. » Bon, sympa. Voilà, donc Mitterrand notamment, Hollande et Macron qui ont justifié des flux légaux par les besoins de main-d'œuvre, travail, retraite, croissance. Soi-disant parce que les Français font plus d'enfants, faut faire venir des immigrés, notamment des immigrés de préférence d'Afrique subsaharienne. Donc des gens avec qui on a un éloignement culturel, un éloignement au niveau du folklore, de l'identité, de la langue, de tout. On pourrait faire venir des gens d'Europe déjà, mais ça suffit pas. Il faut faire venir des gens avec qui on n'a pas d'histoire commune, avec qui on a une identité différente, etc. Et même si j'ai rien contre l'immigration africaine, au bout d'un moment, ça paraît logique. Tu fais pas venir des gens avec qui tu n'as pas de point commun. Ça paraît logique. Il y a un problème au niveau, ça marche pas en fait, ça ne fonctionne pas. Ensuite, on passe au troisième point. Alors la dédicace à mon ami Alimoudine Ousmani, que je salue, qui a écrit un super livre justement sur l'orchestration en fait migratoire. Et il avait parlé d'un chapitre notamment sur le rôle d'une ONG israélienne humanitaire. Ah, ça va, ils ont le mot humain dedans, donc on ne peut pas leur en vouloir. Israël, je cite, créée en 2001, elle intervient dans les crises migratoires, Grèce, Serbie, Allemagne, aide d'urgence, soutien psychosocial, distribution d'aide et intégration des réfugiés, y compris musulmans. Ce n'est pas un acteur politique en France, mais une organisation de terrain pro-accueil des réfugiés. En gros, c'est une entité donc humanitaire qui aide les migrants, notamment des pays comme la Syrie, l'Afghanistan, etc. Pour plein de pays comme ça, notamment la plupart des migrants qui essayent de rejoindre la Méditerranée à la mer, à la nage, etc. Voilà, ils les aident, sauf qu'au lieu de les faire venir en Israël, parce qu'ils pourraient, c'est une ONG israélienne, ils pourraient les faire venir en Israël. Mais comme Israël, ils ont décidé en fait de ne vivre qu'entre eux, eh ben, ils préfèrent en fait les faire venir en Europe. Voilà. Et à aucun moment, nous les Européens, on a eu le droit de dire notre mot. Hein. C'est une ONG israélienne qui aide des réfugiés à venir en Europe. Vous comprenez le problème là? Vous comprenez ou pas? Parce que moi je le vois le problème. Hein. Moi en tant qu'Européen, en tant que Français, j'ai jamais autorisé ça. Par contre, Israël l'a fait, sans nous le demander. C'est comme avec l'Iran, quoi. Ils bombardent l'Iran sans demander aux États-Unis, sans demander aux pays alliés. Ils le font parce que, bah voilà, quoi. Netanyahou, il se réveille, il a envie, quoi. S'il a envie de le faire. Donc j'ai envie de dire, c'est le maître de ce monde, de toute façon, j'ai envie de dire là. Non, mais sérieux, les mecs, on dirait un sketch de Dieudonné, le truc. On dirait un sketch. Alors on finit avec ça, c'est une vidéo que j'ai vue ce matin. Je suis passé devant, je me suis dit, il faut que j'en parle dans cette vidéo justement. C'est le discours de Barbara Lerner-Spectre. Alors c'est une femme qui a fait une vidéo dans laquelle elle parle en fait de l'importance pour le peuple juif de briser l'identité européenne. Donc, on va être clair, l'identité blanche et catholique, dans le but justement de faire venir au maximum des immigrés pour que l'Europe soit plus multiculturelle et moins monolithique. Hein, je cite, ce sont ces mots. Hein. Enfin, vous allez voir, je vais la citer. Je cite, déclaration de 2010. Déjà à l'époque, 2010, l'Europe n'a pas encore appris à être multiculturelle. 3 petits points. Les Juifs vont être au centre de cette transformation, pardonnez-moi. Ils seront détestés pour notre rôle de leader, mais sans cela, l'Europe ne survivra pas. Fin de la citation. Donc là, tous ceux qui vont traiter d'antisémites, qui vont dire « Oui, mais regarde, tu dis que c'est les Juifs derrière l'immigration. » Déjà, de 1, j'ai jamais dit ça. Et de 2, c'est pas moi qui le dis, c'est Barbara Lerner. Je cite, je la recite. « L'Europe n'a pas encore appris à être multiculturelle. Les Juifs vont être au centre de cette transformation. Mais sans cela, l'Europe ne survivra pas. » Et là, vous vous dites, bon, à la limite, Kentra, multiculturel, ça paraît logique, on a de plus en plus de gens sur notre terre, ça crée des besoins, ça crée aussi de la consommation, parce que ces gens-là ont besoin de consommer, etc. Où est le mal? Attendez. Donc là, il faut lire entre les lignes. Le passage à une Europe multiculturelle via l'immigration est inévitable et nécessaire. Inévitable au sens, comme je vous l'ai dit, comme les jeunes font de moins en moins d'enfants, les jeunes blancs, je veux dire les jeunes européens, quoi, ils font venir de l'immigration parce que, ici, notamment en France, notre système de retraite est basé sur les cotisations des travailleurs. Comme il y a de moins en moins de travailleurs,
bah, il y a moins en moins de retraites. Donc forcément, il faut faire venir l'immigration qui, elle, veut travailler pour derrière pouvoir payer les cotisations des vieux et donc derrière pour que le système puisse perdurer. Les Juifs y ont un rôle pionnier. Dans une société diverse, les Juifs seraient moins exposés en tant que minorité unique. Sécurité à long terme via la dilution des identités majoritaires. Et là, vous comprenez. Pourquoi? Barbara Lerner, elle explique que historiquement, et ça c'est vrai, l'Europe est antisémite. Il y a eu de nombreux pogroms en Russie, en Allemagne, en Espagne, beaucoup en Espagne, en France. On cite un Saint-Louis qui a ordonné, par exemple, de brûler le Talmud sur la place publique, notamment de Notre-Dame. Enfin bref, voilà, vous regardez le nombre d'expulsions qu'il y a eu en Europe, notamment du peuple juif. Voilà, ils ont vécu beaucoup d'expulsions, ce qui est triste. Moi, je suis le premier évidemment à pleurer tous les matins à cause de ça. Ça, je suis d'accord. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle est en train de dire que comme les Juifs ont toujours été vus dans l'histoire européenne comme une minorité, et que c'est une minorité qui souvent est visée, parce qu'évidemment, quand on est tous entre guillemets, entre Européens catholiques, quand tu vois un peuple juif qui, lui, de par sa religion, alors après, je ne juge pas la religion, mais effectivement, c'est des peuples qui se mélangent peu, c'est des peuples qui se disent peuple élu, etc. Bah derrière, forcément, ils sont victimes, malheureusement, de pogroms, d'attaques, de complots antisémites, etc. Donc l'idée de Barbara Lerner, c'est de faire venir un maximum de gens, donc de minorités, notamment subsahariennes, parce qu'en Afrique, en plus, il y a plein de tribus différentes, en fait. Ne serait-ce qu'en Éthiopie, si je dis pas de bêtises, il y a une quarantaine de dialectes différentes, juste en Éthiopie. Alors imaginez tous les pays d'Afrique. Bon. Donc tu fais venir des gens de partout, des Indiens, des Bangladais, des Africains, des Éthiopiens, des ceci, des cela, bref. Et comme ça, en fait, les Juifs ne sont plus le seul peuple minoritaire à être persécuté, entre guillemets. Comme il y a plein de minorités, bah derrière, au moins, ça, comme on le dit, dilution des identités majoritaires. Voilà. Comme ça, les Blancs se mélangent, etc. Et donc derrière, ça permet en fait au peuple juif de mieux s'intégrer et de moins être visé comme la minorité qu'il faudrait expulser ou qu'il faudrait vilipender ou honnir, etc. Encore une fois, c'est pas ce que je pense personnellement. C'est ce que Barbara Lerner-Spectre a dit. Précise, parce que je ne voudrais pas que la LICRA m'attaque en procès, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, je pense que je vous ai bien résumé le projet à Ceuta, le projet l'invasion migratoire, la catastrophe humanitaire, parce qu'en plus, il y a des gens qui meurent. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. C'est la Cour européenne sait qu'en disant que les migrants qui passent par l'eau ne vont pas être expulsés, bah, les mecs, ils vont passer par l'eau, sauf qu'il y a des mecs qui se noient. Donc en fait, ils sont conscients qu'il va y avoir des morts. Et ils le font quand même. Donc c'est pour vous dire. Et pour finir, j'ai envie de dire, tout ça était prévisible. Pourquoi ? Je ne fais que citer von der Leyen. L'Europe, c'est les valeurs du Talmud. Like, abonnement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à plus tard.